Est-ce possible? Vous avez été au cœur de l'intrigue. Ne me faites pas attendre plus longtemps, j'en trépigne d'impatience. Soliman Aga, l'envoyé du grand sultan, se rendit à Suresnes à l'heure marquée, avec tout son train dans plusieurs carrosses à 6 chevaux. Ce cortège, digne de l'arrivée d'un grand prince, était d'un faste éblouissant. Les carrosses étant entrées dans la cour et l'envoyé ayant mis pied à terre, il monta l'escalier. J'ai entendu dire qu'il ne fut reçu de personne de la part de Monsieur de Lyonne. En effet, dès que je le vis devant moi, il me dit « Mon ami, je vous prie d'aller à la rencontre du sieur de Lyonne afin de l'avertir de mon arrivée pour savoir quand je pourrais avoir audience. » Ce à quoi je lui répondis « Monsieur de Lyonne étant occupé à quelques affaires d'importance, il nous fera avertir dès qu'elles seront achevées, ce qui ne tardera point. » Et l'on fit justement entrer bientôt l'envoyé dans un salon richement paré. Soliman Aga fit plusieurs inclinations assez profondes, à la manière de son pays. L'envoyé donc ayant salué, Monsieur de Lyonne salua lui-même en ôtant son chapeau, qu'il remit aussitôt. La galerie fut bientôt remplie de quantité de gens de distinction que la curiosité avait attiré à cette cérémonie. Poursuivez. Que fit-il ensuite? Soliman Aga tira de son sein une lettre du grand Caïmacan, la baisa, la porta sur sa tête et la présenta à Monsieur de Lyonne sans pourtant la lui remettre. Monsieur de Lyonne en fut fort surpris. Mais quel était le contenu de cette lettre? Pourquoi l'envoyé ne remit-il pas cette lettre à Monsieur de Lyonne? Que cela est excitant. Cela devient de plus en plus passionnant. Sans perdre de sa contenance, Monsieur de Lyonne lui fit la réponse suivante. « Comme Sa Majesté mon maître ne veut point souffrir de différence de traitement entre ses ambassadeurs et ceux du sultan votre maître, de même qu'il n'y en a point entre les deux empereurs pour leur dignité, leur grandeur et leur puissance, il m'a commandé de traiter avec vous soit que vous soyez ambassadeur ou seulement envoyé, de la même manière que font les principaux ministres de votre maître avec ses ambassadeurs, ou envoyé. Je vous prie donc de me confier la lettre du sultan, je la remettrai à Sa Majesté. Je ne suis point venu ici pour m'instruire de la manière dont la France est gouvernée, il me suffit de savoir pour toute particularité que l'empereur de France est un grand et puissant monarque pour qui j'ai bien du respect. Mon maître m'a envoyé pour lui remettre une lettre et pour lui témoigner l'amitié et la bonne correspondance qu'il veut entretenir avec lui. Je m'en retournerai dans mon pays dès que je l'aurai remise entre ses mains et qu'on m'aura donné sa réponse. C'est ma commission, je n'ai autre chose à faire que cela. Je vous prie bien fort de me procurer cette satisfaction. Ma vie en dépend. C'est la grâce que je vous demande. Pour clore l'audience, on servit le café et le sorbet à la manière des Turcs. Ensuite, il y eut la cérémonie du parfum et toute la compagnie en fut régalée. Tant de cachotterie. Que diable contenait donc cette lettre? L'envoyé l'a-t-il remise en personne à Sa Majesté? Comment s'est passée l'audience? Mon ami, arrêtez de me faire languir, je n'y puis plus. Après bien des contestations et des tergiversations, il fut enfin résolu que Soliman Aga aurait audience auprès du roi tel qu'il l'avait demandé. Soliman fut conduit à Saint-Germain-en-Laye, où le roi lui devait donner sa première audience. L'envoyé passa par la salle des gardes, qui était en haie, sous les armes. Enfin, il entra dans une galerie droite où il devait avoir de l'audience. Cette longue galerie était tendue des plus riches tapisseries de la couronne et le plancher couvert de superbes tapis. On ne pouvait rien voir de plus riche, de plus somptueux et le tout placé dans un plus grand ordre
et de meilleur goût. Le fond de la salle était occupé par une estrade couverte d'un tapis or et soie, sur lequel était le trône du roi élevé de 4 marches d'argent. Le roi, vêtu de son habit de brocart d'or, était tellement couvert de diamants qu'il semblait être environné de lumière. Son chapeau avait un bouquet de plumes blanches avec une agrafe de gros diamants. Le reste de la cour était des deux côtés de la galerie, debout et en habit magnifique. Soliman portait la lettre du grand seigneur sur un coussin de brocart or et argent. Il fit une profonde révérence en entrant et continua d'en faire plusieurs autres jusqu'à ce qu'il fût arrivé au devant du trône. Il s'arrêta là, fit une profonde révérence, tenant toujours les yeux baissés, de manière que personne ne s'aperçut qu'il eût osé regarder le roi. Le roi, croyant que Soliman s'avancerait pour lui remettre la lettre, ne fit aucune réponse. Soliman, de son côté, tenant toujours la lettre élevée à la hauteur de ses yeux, attendait que le roi, qui était assis, se lèverait pour recevoir la lettre. Mais il n'était pas de sa dignité de la faire, et l'envoyé, lui, de son côté, ne paraissait pas disposé à rien faire davantage. J'en reste sans voix. Mais que fit Sa Majesté? Madame, imaginez-vous le silence qui régnait. Sa Majesté, d'un ton solennel, prit enfin la parole. Demandez à cet envoyé d'où vient qu'il ne me donne pas la lettre de son maître, puisqu'il n'est venu que pour cela. Lorsque Sultan Mehmed, mon maître, m'a dit « Tenez, allez porter cette lettre à l'empereur de France, mon ami », il s'est levé en prononçant son nom. J'espère que, comme mon maître, Sa Majesté voudra bien lui faire le même honneur. Je ne sais pas ce que votre grand seigneur a fait, mais ce n'est pas ici la coutume de se lever pour recevoir des lettres. Sa Majesté prononça ces derniers mots d'un ton plus haut qu'à l'ordinaire. Je les répétais à Soliman et lui conseillais de s'avancer honnêtement et de remettre la lettre entre les mains du roi. Il le fit sur le champ, prit une profonde révérence et, après avoir baisé la lettre, il la remit sur les genoux du roi en lui disant ces paroles « Vous êtes le maître. Voilà la lettre que je vous remets. Vous pouvez en user comme il vous plaira. » Fit encore une profonde révérence, se retira à reculons et sans lever les yeux jusqu'à sa première place, où il fit encore une profonde révérence et demeura debout, les mains croisées sur la poitrine, qui est une marque du plus profond respect chez les Turcs. Selon la coutume ordinaire à la cour de France, on dansa pour clore l'audience. Soliman sortit de la galerie dans le même ordre qu'il y était entré, passant au milieu de la plus brillante cour à laquelle il n'adressa pas le moindre regard. Que me dites-vous là? Tout ce qui y avait été préparé pour frapper les yeux de l'ambassadeur ne les frappa point. Se serait-il mis en tête que tout ce superbe appareil n'a été étalé que pour braver, en quelque sorte, le faste ottoman? Croyait-il s'en venger en ne jetant pas les yeux dessus? Sa fierté et son humeur sombre ne lui ont pas permis d'observer que le roi a beaucoup plus fait qu'il n'a coutume de faire en de pareilles occasions. Cette visite ayant marqué les esprits, on en parla longtemps dans tout Paris. Des salons du Marais aux résidences princières. Le roi, ayant voulu faire un voyage à Chambord pour y prendre le divertissement de la chasse, voulut donner à sa cour le divertissement d'un ballet. Et
comme l'idée des Turcs, qui était assez récemment dans le pays, était encore dans tous les esprits, il crut qu'il serait bon de les faire paraître sur la scène. Sa Majesté m'ordonna de me joindre à messieurs Molière et Delully pour composer une pièce de théâtre, où l'on put faire entrer quelque chose de l'habillement et des manières des Turcs. Nous travaillâmes à cette pièce de théâtre que l'on voit dans les œuvres de Molière. Le bourgeois gentilhomme qui se fit turc pour que sa fille épouse un grand seigneur. On présenta la pièce au roi dans un petit théâtre créé pour l'occasion à Chambord. Sa Majesté l'agréa. Et la pièce fut représentée dans le mois de septembre, avec un succès grandissant qui satisfit le roi et toute la cour. On se divertissait particulièrement de la cérémonie turque à la fin de la pièce, qui servait d'écrin à une fantaisie chatoyante. Et exotique. Il me semble qu'on se serait épargné bien des embarras si, au lieu de tant de disputes sur sa qualité, on l'avait reçu et traité comme un ambassadeur. Il n'en aurait pas coûté davantage. On aurait ménagé bien des dépenses. Et on aurait renvoyé Soliman bien plus tôt chez lui.